Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti, une demi-heure de discussion sur l'actualité économique du moment, une demi-heure de débat sur l'actualité économique du moment, un peu de pognon et du management, voilà le programme. L'épargne, notre épargne, donc Bruno Le Maire, alors il s'est rendu compte qu'il y a encore des trucs que l'État ne contrôlait pas et sur lesquels il n'avait aucune prise, c'est globalement les comptes courants. Je plaisante, l'ambition de Bruno Le Maire est quand même un peu plus noble que d'essayer de regarder s'il ne peut pas siphonner l'épargne des comptes courants. Quoique. Donc, épargne européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Stéphane Van Nuffel est avec nous, on va discuter de tout ça. Et puis ensuite, management, oser les conversations courageuses. Qu'est-ce que c'est qu'une conversation courageuse? Et alors, Paul Boffa-Combi, qui viendra en parler avec nous, évidemment, pense aux entreprises. Moi, je pense furieusement, par exemple, à Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, vous voyez. Cette idée de je tombe la veste, je remonte les manches, on y va, on met tout sur la table, machin. Est-ce que ça marche en fait? Est-ce que ça fonctionne? Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et Stéphane Van Nuffel, il a bien aimé Macron au Salon de l'Agriculture. T'as bien aimé? Mais je discutais avec des gens qui aimaient. Soit ils ont détesté complètement, ils ont trouvé ça ridicule comme truc. Moi, c'est marrant, ça m'a fait sourire. Parce que le type a mon âge, faut le rappeler quand même, il est de 77. Et là, il avait tout ce brouhaha, et en fait, on se rend compte quand même qu'à un moment donné, il a retroussé ses manches, et il a joué le jeu avec son vocabulaire. Ouais, mais il s'est appliqué. Non, mais Stéphane, t'es chef d'entreprise. Ouais. T'es chef d'entreprise. Si tu fais ça, t'es bluffé par même la connaissance des dossiers qu'il a, enfin, c'est vraisemblable. Ouais. Ok. Enfin, c'est préparé. Ok. Ouais. Oh non, quand le gars de l'interprofession de la viande, là, il débarque, franchement, les clauses miroirs, tout ça. Oui, mais le mec est président de la République, quand même. S'il est là, c'est que c'est quand même pas... On en connaît deux, trois qui... Non, sérieux. Mais non, mais attends, revenons, parce que ça va être le sujet avec Paul, en fait. Ouais. Si tu fais ça, et qu'en fait, derrière, je suis d'accord. Ça ne marche pas, il ne se passe rien. Oh, mais alors là, pour le coup, t'as grillé toutes tes cartouches, tu comprends? Oui, mais c'est le président normal, quoi. Oui. On en a à chaque fois. Mais c'est en ça où, et ce sera la discussion qu'on aura avec Paul, c'est-à-dire que, ok, conversation courageuse, on met tout sur la table, on laisse pas aller le malaise, mais il faut que ça marche derrière, parce que sinon... C'est pour ça que je te dis, moi j'ai bien aimé la séquence. Ouais. C'est-à-dire que lui qui a quand même toujours cet amour du verbe et qui des fois est quand même très jupitérien, c'est-à-dire il n'est pas accessible. Ouais. Là le mec montre d'abord qu'il a une bonne connaissance et que quand il décide de parler aux gens, il a une capacité d'adaptation, il a été écouté. Ouais, mais il a été le coup avec les Gilets jaunes aussi, tu vois. Il a beaucoup ça. Mais ça avait bien marché quand même avec les Gilets jaunes. Non, c'était après, tu sais, le grand débat là. Là j'ai trouvé ça sympa parce que tu voyais ces mecs quand même, les agriculteurs ils s'étaient bien chauffés, c'est des montagnes. D'abord c'est des types qui ont des valeurs de respect et là il a rappelé qui était le patron, c'est juste ça que j'ai bien aimé. Maintenant tu as raison, un patron qui prend la main comme ça et qui derrière ne suit pas les actes, il perd sa crédibilité. Et puis surtout tout ce qu'il dit est démenti par les faits, les gens en veulent pas, etc. Bon, allez. Et Bruno Le Maire, alors, épargne européenne, moi c'est vrai que ce que j'ai remarqué tout de suite, donc vite fait, l'argent des Européens dort au lieu de travailler pour la croissance, pour l'innovation, pour les entreprises, pour l'emploi. Voilà ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il évalue le montant d'épargne sur le continent à 35 000 milliards d'euros, dont plus de 10 000 milliards dorment sur des comptes bancaires. Et pour faire travailler cet argent, Bruno Le Maire propose donc de créer un produit d'épargne européen. Lançons dès 2024 un produit dont nous définirons les caractéristiques, le rendement, avec les États volontaires qui le souhaitent. Amen. Ça t'inspire, Stéphane. Dis-moi un petit peu pourquoi ça t'intéresse. Alors, d'abord, première chose, ça existe déjà. Il faut savoir qu'il y a déjà un PEPP. Alors, je te passe l'anglicisme, le pan-européen, etc., Produx, machin que ça. Il y avait déjà un produit d'épargne européen, harmonisé juridiquement et vendable dans un certain nombre de pays d'Europe, je crois que c'est 18 sur 27. Le problème, c'est qu'il y a zéro harmonisation, ni sur la fiscalité, ni sur les commissions d'entrée, ni sur les taux de rendement. Donc en fait, chaque pays derrière utilisait ce produit et le mettait à sa sauce. Mais chaque pays, chaque banque, chaque cadre juridique... Attends, alors Stéphane, très clairement, je vais t'expliquer... Nous, ça rentre dans l'assurance vie ? C'est un concurrent. C'est un concurrent de l'assurance vie. L'idée de Bruno Le Maire derrière, c'est le plan d'épargne retraite. On le sait que son idée derrière, c'est d'avoir un mécanisme qui ressemblerait à un plan d'épargne retraite qui deviendrait européen pour de l'épargne qui, mécaniquement dans l'esprit des gens, serait investie pour longtemps, pour travailler sur, parce que c'est pour compléter ce qu'il a dit comme déclaration, l'innovation, la transition climatique,
la formation, donc des vrais sujets fondamentaux qui normalement intéressent autant les Allemands, les Italiens, les Tchèques, les Néerlandais que les Français. Je suis d'accord. On n'est pas du tout sur la protection de sa défense, sur son aéronautique, non. Là, on est sur des sujets... Ou sur le financement de la dette, parce que c'est ça aussi évidemment le problème dès que les Français parlent d'argent. On n'est pas du tout là-dessus. Voilà, et justement, comme on a tous compris que la dette, il n'y en a plus un qui pouvait s'endetter plus que les autres, parce que tous les pays sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire, y compris les pays les mieux classés, cette idée d'épargne européenne, elle est hyper importante. C'est un rêve doux, hein, j'ai envie de te dire. Et comme tu sais que je suis un optimiste naïf, d'abord j'ai trouvé sa démarche très intéressante. Dans l'heure, les Allemands ont dit « Attends mon coco, on va aller doucement ». Les Autrichiens, enfin il y en a certains qui ont dit « On va pas y aller trop ». Mais lui, il a dit « Alors on fait quoi ? On attend ». Et là, ce qui est intéressant chez Bruno Le Maire, peut-être par vocation politique, bon, mais il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, et je n'étais pas forcément très très fan de ce garçon, c'est que quand il prend les sujets à bras-le-corps, il ne les lâche pas. Il va au bout du truc et il se bagarre pour. Donc la bonne idée... Exemple taxe GAFA d'ailleurs, tout à fait. Quoi qu'on en pense. Là, il a reparlé d'une potentielle contribution sur les très hauts revenus de 0,0002 pour éviter que l'amortissement des économies qu'on doit faire ne soit porté que par les classes populaires. Je ne vais pas être favorable, moi, en tant que libéral, mais au moins le mec met le truc sur la table. Et ça, c'est pas compliqué, ça, de dire on va faire payer les riches, non, si tu veux. Le dire, ce qui est compliqué, c'est pas de le dire, justement, Stéphane, c'est de le faire. Oui, mais c'est très bien que ça, il ne pourra pas le faire. Mais au moins, il le met sur la table. Plus personne n'osait le faire. Ouais. Politiquement, apparemment, c'était compliqué. Je rappelle quand même que le mec était candidat aux primaires de la droite. Taxer les riches politiquement, c'est compliqué, non quand tu es un ancien UMP, c'est compliqué. Quand tu es censé être un ancien républicain. Stéphane, c'est plus simple. D'accord. Strauss-Kahn ou autre, mais bref. Bon, pour revenir à mon sujet. La problématique de l'Europe, et c'est très important, parce que ça ne concerne pas que les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers financiers comme moi, ça concerne les banquiers, ça concerne les assureurs, tous les gens qui font du conseil en placement et qui sont censés injecter l'argent des Français, d'abord pour leur rapporter de l'argent, mais aussi pour que ça serve... Dynamiser l'économie. Ouais, que ça donne du sens s'il y en a qui veulent donner du sens, ou que ça fasse de l'infrastructure, de la transition climatique, etc. Et ce produit qui existait déjà est l'exemple parfait de la non-harmonisation, une fois de plus, j'ai envie de dire, de l'Europe. Sauf que là, on parle, pour moi, le cœur du réacteur. Je suis peut-être tronqué par mon métier, mais pour moi, ce qu'il faut, c'est du financement. Dans n'importe quel projet, le problème de l'Europe par rapport aux mégapoles chinois, aux mégapoles États-Unis, dans ce sens-là, c'est qu'on ne peut pas les rattraper, on n'arrive pas à les suivre sur les semi-conducteurs, sur l'espace, sur le digital, parce qu'on manque de financement, ou en tout cas de fluidité. Donc son idée, c'est une très bonne idée. Elle existe déjà, ce produit est totalement inconnu, puisqu'en fait, il n'est pas harmonisé. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, j'entends ce que tu dis. Hein. Et d'ailleurs, la récente interview dans Le Monde du patron de Mistral AI est très intéressante là-dessus. Pourquoi Microsoft ? Pourquoi des capitaux américains ? Bon, globalement, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est le sujet que portait Fleur Pellerin à son époque. Bien sûr. D'un Nasdaq à l'échelle européenne. Pas cette espèce de truc. C'est pour ça que je suis surpris de ta position, Stéphane, parce que ça fait aspirateur étatique, et c'est toujours ce mythe que l'État saura bien dépenser votre argent et saura bien allouer l'argent des Français qui dort. Force est de constater, le même Bruno Le Maire, dans le même temps quand même, hein, il dit... Il y a quand même 25 milliards là, sur France Relance qui n'ont pas été dépensés. On va peut-être essayer de les gratter pour faire les fins de mois. Ça, c'est encore autre chose. Cette contradiction me gêne énormément. Non, c'est qu'il y a un mélange des genres. Attention, tu as raison, il faut garder toujours... C'est un marché boursier européen. Oui, justement, c'est pour ça. Mais Stéphane, c'est pour ça que j'ai bien dit que l'idée derrière de Bruno Le Maire, il le dit, c'est un plan d'épargne retraite, c'est un PER. Ça veut dire que le PER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un PEA. L'enveloppe fiscale, l'harmonisation juridique permet à n'importe quelle banque ou n'importe quel assureur de créer son propre produit. Donc ce ne sera pas un PEL ou un livret A, c'est-à-dire un produit qui est quelque part indirectement, et encore je dis une bêtise que le PEL n'est pas tout à fait conventionné, ce ne sera pas un livret A sur la Caisse des dépôts, pour faire simple pour nos auditeurs. Non, là, chacun pourra créer son produit. La seule contrainte, non pas des États, mais de l'Europe, c'est de dire personne ne pourra faire du dumping fiscal plus qu'un autre, personne ne pourra proposer un rendement plus élevé que l'autre, et personne ne pourra flécher l'épargne sur autre chose que ça, ça et ça. Et peut-être que ce sera piloté par un commissaire européen derrière pour savoir quels sont les projets à financer. Et c'est là peut-être là, t'es sûr. Peut-être que là, ça va déraper. Finir de tuer le truc, là. C'est pour ça que je te dis, c'est un doux rêve. Mais pourquoi je prenais ce sujet-là ? Parce qu'en face de ça, je ne veux pas être trop technique, mais en face de ça, les gens... Les clients que je vois, les épargnants qui pensent que les banquiers, les conseillers, on a des contraintes de régulation et d'harmonisation et de transparence de nos métiers qui sont énormes en France, mais aussi au niveau européen. Et ce qui est intéressant, le contre-coup de ce que fait Bruno Le Maire là, et on parle quand même du ministre des Finances de la France. Donc dans les pays, même s'ils ne viennent pas tous,
À partir du moment où la France y va, derrière, tu vas quand même forcément avoir petit à petit les pays principaux de l'Europe qui vont suivre. En face, on a ce qu'on appelle la Retail Investment Strategy, qui est une régulation mise en place par l'Europe sur la transparence et la qualité des conseils, des frais qu'on prend. Si on prend des frais, il faut justifier pourquoi on prend des frais, etc. Bon, tout ça a été régulé. Donc c'est un règlement européen, mais qui n'a pas été enregistré comme un règlement. C'est une directive. Peut-être bien. Cette directive, elle doit être transposée dans chaque droit de chaque pays. Donc, qu'est-ce que font chaque parlement? Ils essaient d'alléger au maximum la directive selon leur façon d'aborder l'épargne. Donc, en fait, ils déshabillent complètement. Donc là, le libéral que je suis se dit, on est dans un truc complètement débile, c'est qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je me dis, on devrait pour de bon, en Europe, imposer un vrai règlement pour tout le monde. Parce que ça veut dire qu'une fois, pour une fois, enfin... Stéphane, en fait, au fond, et d'ailleurs, le maire le disait, au fond, tu ne peux pas faire ça si tu ne fais pas tout au bout de la chaîne d'abord le grand marché de capitaux et la fameuse union bancaire. Et la fameuse union bancaire, tu cours derrière depuis 2008, tu n'y arrives pas. Ouais, mais c'est pas ça je pense que malheureusement, Stéphane, et tu le sais, moi je vois des clients depuis des années, la carotte, c'est pas l'union bancaire en Europe. Le gros problème d'harmonisation, pour moi, principal, c'est la fiscalité. Le problème, c'est que les États ne sont pas d'accord sur la fiscalité. Ah bah oui. Donc tu ne pourras rien unifier et rien harmoniser tant qu'on ne sera pas d'accord sur le principe que sur certaines choses, peut-être pas sur tout, mais sur certaines choses, il ne devrait pas y avoir de concurrence fiscale entre les États européens qui donc sont censés se partager sur certains sujets régaliens des budgets communs. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, j'en sais rien, je te pose la question, de la concurrence fiscale justement sur la rémunération de l'épargne, sur la fiscalité des dividendes, etc. Évidemment, et elle n'est pas du tout... c'est où l'endroit le plus intéressant en Europe alors pour... Eh bien, figure-toi, c'est ce que j'allais te dire. Autant je peux te dire où est-ce que je peux payer le moins d'IS, c'est en Irlande, ça je peux te dire. Oui. Autant en placement, je ne le sais pas. Ouais, c'est ça. Je ne le sais pas. C'est qu'en fait, on n'est même pas dans une concurrence affichée. Les Italiens feraient du dumping. Parce qu'en fait, les Français ne vont pas investir dans des produits italiens. Donc en fait, il y a plein de partenaires français, des banques françaises, des groupes de gestion de patrimoine français, dont Primonial auquel j'appartiens, qui ont essayé. Qui ont acheté des filiales à l'étranger, qui ont essayé de faire des produits d'investissement en Allemagne, en Italie. Les Français, ça leur plaît pas plus que ça. Jusqu'à ce qu'on puisse investir dans de l'immobilier à l'étranger avec une fiscalité moins élevée qu'en France. Et à ce moment-là, les Français investissent dans de l'immobilier étranger parce que la fiscalité est moins élevée. Portugal. C'est ce qui se passe partout dans les SCPI. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, typiquement, que Bruno Le Maire prenne les choses en main, ça merdera forcément, pardonne-moi de dire ça. Mais il va même rien se passer, Stéphane. Moi, ça donne une discussion intéressante. J'aimerais bien à un moment donné que se repenche ce sujet. Voilà. Mais pas sur la totalité de l'harmonisation fiscale, mais sur... Si tu veux, ils ont 2-3 enjeux devant eux. Les responsables européens, tu vois, des agriculteurs avec lesquels on a commencé notre discussion. Jusqu'à Macron qui va envoyer des troupes en Ukraine, si tu veux, il y a 2-3 trucs qui font que les 10 000 milliards là. Je le redis, ça n'est pas un produit commun, c'est pas une défense européenne, c'est pas une union bancaire, tu vois, c'est pas la PAC, c'est pas ça. Attention quand même à un truc. Alors là aussi, pardon, on va être très technique et je le dis d'un mot pour ceux qui suivent le sujet, mais c'est encore quand même un peu aujourd'hui une des pierres d'achoppement à la création de l'euro numérique. C'est cet argent qui dort là, ces dépôts bancaires, ils sont quand même en partie indispensables à la stabilité du système bancaire. Fondamentalement. Voilà. Ouais. Donc, après d'abord, j'aimerais bien savoir d'où vient le chiffre, mais ça bon. Voilà. Oh, je pense... Oui. J'imagine bien que la Banque Centrale Européenne agrège les informations. Voilà. Donc ces 10 000 milliards... je ne sais pas combien de ces 10 000 milliards sont nécessaires à la stabilité du système bancaire, mais un certain nombre d'entre eux quand même. Stéphane, 5% de ces 10 000 milliards, c'est-à-dire ceux qui sont liquides, pas les 25 milliards qui sont dans des comptes qui rentrent dans les comptes. C'est là où je pense que tu fais fausse route. Le sujet, c'est le marché boursier. Le sujet, c'est des investisseurs en direct avec des entrepreneurs, des projets, des gars qui se regardent les yeux dans les yeux, des investissements qui y vont, derrière une cote, et l'ensemble de la communauté financière qui investit pas, point à la ligne. Indirectement, et c'est pas compliqué à faire, ça. Indirectement, ça existe. Une des plus grandes places boursières mondiales s'appelle Euronext. C'est pas pour rien, c'est juste qu'en fait, les Européens, et en particulier les Latins, donc France, Italie, Espagne, Portugal, etc., sont pas des grands utilisateurs de la bourse pure. C'est ça. Là, ce serait la notion d'un produit qui est cadré. Euronext Venture pourrait être en fait le Nasdaq européen. Et indirectement, mais les Français préfèrent investir dans les crypto-monnaies que dans un PEA, donc on est loin quand même avant ça. Là, la notion de ce plan d'épargne serait un plan d'épargne qui c'est pas celui où tu vas faire du trading, c'est celui où sur 20 ou 30 ans,
Tu vas placer de l'argent sur de l'infrastructure, sur de l'innovation, sur des sujets qui ont un vrai sens, avec une fiscalité évidemment attractive, sinon ça ne marchera pas. Et au final, la grande question, mais ça c'est le libéral qui parle, c'est le fléchage de l'épargne. Grand emprunt de Nicolas Sarkozy, 2007, je crois. Mais c'est un emprunt. Il reste encore de l'argent. Hein. Non, mais il reste. C'est mal étudié. Bon, on est au bout, Stéphane. Merci. C'était bien. Mais tout ça est vivifiant. On y croit. Allez, les conversations courageuses tout de suite. Et donc, c'est avec Paul Beaufacombi. Bonjour Paul. Bonjour Stéphane. Que l'on va parler donc de ces conversations courageuses avant d'aller sur le président de la République au salon de l'agriculture. Donc voilà, petit manuel de conversation courageuse. Vous êtes coach et essentiellement et d'ailleurs toute la deuxième partie du petit bouquin sont des exemples justement concrets, anonymisés évidemment, mais concrets de ce que vous avez rencontré dans les entreprises. Et donc ces conversations courageuses, c'est celles que, alors vous avez avec un certain nombre de vos clients qui sont chefs d'entreprise, mais on comprend bien Paul, c'est celles que le chef d'entreprise à un moment, ou le manager, on va dire ça comme ça, le chef d'équipe, doit avoir. Alors, qu'est-ce qu'une conversation courageuse et à quelles conditions ? Alors, une conversation courageuse, c'est une conversation qui va avoir des enjeux forts pour les deux parties, ou les trois parties, enfin, tous ceux qui sont autour de la table, et qui n'est pas une conversation banale, puisqu'effectivement, on se dit les choses, mais on se dit les choses, et c'est la nouveauté que je voulais amener par ce livre, avec le courage de vouloir construire ensemble, de vouloir construire une solution. Donc, je ne parle pas de courage comme on le dit d'habitude, on dit simplement que le courage, c'est savoir dire les choses. Ce que je rajoute ici, c'est vraiment dire les choses pour trouver des solutions ensemble. Le cœur de votre réflexion, c'est l'intelligence collective, toujours, oui. J'ai l'impression. Oui, ça dans fait tout 20 ce que ans. vous avez écrit, tout ce qu'avez écrit depuis 20 ans. Oui. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul, quoi qu'on en pense. Quoi qu'on en pense. Et on n'a jamais raison tout seul, quoi qu'on en pense. Exactement. C'est à l'inverse de tous les modèles de leadership appris dans les grandes écoles. On est en train d'évoluer. J'ai moi-même été prof en executive MBA à l'EM Lyon et on faisait effectivement différemment. L'idée, c'est en fait de se dire que si je lâche prise et si j'écoute vraiment mes collaborateurs et tous ceux qui sont autour de la table, parce qu'on parle de collaboration interne, inter-entreprise, externe avec des fournisseurs. Si j'écoute en fait chaque pièce du puzzle que mes interlocuteurs ont à amener à la situation, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver des solutions beaucoup plus intelligentes. Oui, mais la conversation courageuse, telle que vous l'expliquez, c'est un point de rupture. La conversation courageuse, en fait, c'est le moment où tout vous pousse à l'éviter. C'est ça, parce que vous avez le sentiment que on ne va pas arriver à se parler, que des murs de silence se sont créés, que... Alors, si on attend trop, ça aboutit à cette situation. Si on attend trop, ça aboutit à cette situation. Donc moi, si j'écris ce livre, c'est justement pour témoigner en fait de tous ceux qui l'ont fait, qui ont osé la confiance, qui ont osé ce courage, et qui l'ont fait comme une culture d'entreprise. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est un muscle que toute l'équipe a, et donc on n'arrive pas à ces situations extrêmes que vous décrivez. Après, ces situations extrêmes que vous décrivez, c'est justement quand on n'a pas su au fur et à mesure, dire les choses à ses interlocuteurs, faire dire aussi à chacun ce qu'il pensait de la situation, on arrive dans des points de rupture où effectivement les gens ne s'engagent pas. On parle de crise d'engagement aujourd'hui. Si je n'ai pas eu mot au chapitre et si je n'ai pas participé à la décision, pourquoi j'appliquerais la décision qu'on ne m'a pas laissé prendre aussi? Mais j'ai l'impression que c'est différent parce que oui, ok, consulter tout le monde, machin, etc. D'accord. Mais conversation courageuse, j'ai l'impression que ça va au-delà. Oui. Dans ce que vous écrivez. C'est autre chose qu'écouter ou consulter tout le monde. Alors, c'est effectivement co-construire avec l'autre. Alors, je sais que vous voulez m'emmener, effectivement, il y a cette conversation courageuse où, en fait, on est devant un mur et on ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, il faut effectivement décider de mettre ses tripes sur la table et d'avancer avec l'autre. C'est ce dont vous voulez parler là. Moi, j'essaye de vous dire aussi, il faut anticiper et le faire au fur et à mesure. Ouais. Parce que ce que je vois, moi, au quotidien, ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants, des CEO, très grands groupes, des COMEX, des dirigeants de belles entités. Et je vois une véritable différence entre les dirigeants qui, justement, savent sortir les bons sujets au bon moment. Donc les bons sujets, c'est ceux parfois qui fâchent. C'est ceux qu'effectivement on aimerait bien mettre sous le tapis parce qu'il y a des enjeux, parce que on prend un risque en évoquant ces sujets-là.
Vous savez, je peux rester dans un poste pendant 2-3 ans, ne pas évoquer les sujets et puis les laisser à mon successeur. Ceux que moi j'ai vus les plus performants et les équipes les plus performantes, c'est au contraire ceux qui adressent ces sujets-là, qui osent parler. Moi, j'ai eu plusieurs mentors, hein, Bertrand Collomb, Henri Lachmann, Jean-Paul Bailly. Jean-Paul Bailly, à la Poste, avait dit les choses et avait mis les choses sur la table. Partout où il est passé, il a dit les choses et il a mis les choses sur la table. Il y en a plein d'autres. Je fais exprès de dire quelqu'un qui n'est pas aux commandes aujourd'hui pour ne vexer personne dans ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des dirigeants qui ont amené des... Le successeur d'Henri Lachmann, si vous êtes resté dans l'orbite de Schneider Electric, je pense que Jean-Pascal Tricoire... Tout à fait. oui, mais lui, c'est différent. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, lui, c'est la communication permanente. Les conversations courageuses, c'est pas la communication permanente. C'est quand même, à un moment, le dirigeant a pas saisi le moment où il aurait dû, justement, rentrer dans cette conversation permanente. Il doit rattraper une forme de retard, Paul, à ce moment-là ? Jean-Pascal Tricoire a des conversations courageuses pour moi. Ouais. Parce que justement, on a cette idée du courage qui est forcément, il y a une rupture et là, je vais dire ce que personne ne veut dire. Là, ce que j'ai voulu faire par ce livre, c'est dire que le courage, c'est construire ensemble. Aujourd'hui, on a l'IA qui révolutionne tout, on a les enjeux climatiques, on a la géopolitique, on a toutes les questions d'aujourd'hui avec la guerre aux portes de l'Europe. On a toutes ces questions qui sont sur la table, qui génèrent un climat d'incertitude et de crise permanente, de polycrise, on l'appelle comme on veut. Il y a un moment où, effectivement, on doit mettre tous ces sujets sur la table. Plus il y a d'incertitude et plus il faut mettre de la confiance. La confiance, ça vient du courage de dire les choses pour construire des solutions ensemble. Parce que si on dit seulement les choses, c'est facile de dire les choses. À un moment, on peut même le faire pour blesser l'autre ou pour renverser la table. C'est ce qu'on appelle le courage. Mais ça correspond à tout le style de leadership que vous décriviez tout à l'heure. T'as raison. Il faut savoir, il faut faire, il faut tout pouvoir, être tout puissant. Si on veut changer les choses et si on veut aller vers quelque chose où on construit ensemble, on parle de coopétition aujourd'hui. Il n'y a plus aucune entreprise qui n'est pas concurrente à un endroit ou à un autre. Il y a des fournisseurs et des clients Attends, Paul, ce que tu es en train de dire, la conversation courageuse, c'est pas renverser la table, justement. Non. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait exprès d'appeler conversation courageuse pour que tout le monde ait dans l'imaginaire collectif, le courage, c'est effectivement renverser la table. Pour moi, le courage, c'est insuffler cette culture au jour le jour pour que justement chacun de mes collaborateurs puisse me dire les choses au jour le jour, parce que c'est le seul moyen de savoir ce que les concurrents vont faire, d'anticiper les tendances de demain. C'est le seul moyen de pouvoir faire face à un monde qui est complètement incertain, dont on ne peut rien prévoir. On ne peut plus prévoir même à 3 mois aujourd'hui. Alors, tu fais un truc très de consultant quand même, hein, donc courageuse, donc chaque lettre, constat, ouverture, unité d'intention, respect réciproque, alliance, gratitude, émergence, utilité, solution partagée, engagement conjoint. Le plus important de ces lettres-là, pour toi, c'est lequel ? Elles correspondent à des étapes. Alors effectivement, là pour moi, c'est la co-construction, c'est la solution. Engagement conjoint ? C'est l'engagement conjoint, c'est la solution qui va émerger de tout. Je reviens sur mes pièces de puzzle parce que c'est une image que j'aime beaucoup. En fait, on a tous des pièces de puzzle. C'est les informations qu'on a tous. Chaque jour, on rencontre des gens. On a donc tous des pièces de puzzle. Sauf que la plupart des gens vont les garder dans leur poche. Une pièce de puzzle dans la poche, ça ne sert à rien. Puisque si vous voulez avoir l'image complète, vous ne l'avez pas. Donc pour moi, ceux qui arrivent à insuffler les conversations courageuses comme culture d'entreprise vont faire en sorte que quiconque autour de la table, qu'il soit hiérarchique, pas hiérarchique, à quel que soit son niveau dans l'organisation, va se sentir responsable d'apporter sa propre pierre au puzzle. Et donc c'est parce qu'on va mettre tous ensemble ces pièces-là sur la table qu'on va avoir une réalité et des solutions. Donc on va avoir le bon diagnostic. Vous savez, Einstein, il disait, si j'avais 55 minutes, je passerais 50 minutes à poser la bonne question. Aujourd'hui, on fait plutôt l'inverse. Et bien, si on met chacun ses pièces du puzzle, c'est les 50 minutes pour définir le problème. Une fois que j'ai défini le problème, la solution, elle est facile. Pour moi, ce que je voulais passer un message d'espoir. C'est super intéressant, hein. Mais ça veut dire, alors, c'est réflexion de boomer, il n'y a plus d'autorité à ce moment-là. C'est une autre autorité. C'est trouver une autre valeur ajoutée. Je n'ai pas une valeur ajoutée en tant que leader parce que je sais, j'ai une valeur ajoutée parce que j'arrive à être comme un chef d'orchestre qui tire le meilleur. Mais à la fin, si les autres ne me font pas émerger une solution, bien sûr que je suis leader, je suis responsable. Moi, je travaille tous les jours avec des CEO. Je ne vais pas leur dire non, maintenant, il n'y a plus d'autorité. Ce n'est pas vrai.
Il y a une autorité. Enfin, j'en ai croisé quelques-uns qui n'avaient aucune autorité, Paul, hein, donc je te tranquillise là-dessus. Oui, mais moi, le propos, c'est pas de dire vous ne décidez plus. C'est vous décidez différemment. In fine, il y a des... Enfin, je veux dire, il y a tous les jours des échéances. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va attendre que la solution émerge. Parfaitement d'accord avec toi. Autrement, ça émerge le chaos. Il y a tous les jours des échéances, et j'aime beaucoup cette image du puzzle, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, les signaux faibles, on va dire ça comme ça, deviennent forts tellement vite qu'il faut être à l'écoute effectivement de toutes les parties prenantes de l'entreprise en permanence pour être sûr de ne pas en rater quelques-uns. Ça, et les dirigeants dont moi je vous parle, parce que ça fait 20 ans que je côtoie beaucoup de dirigeants, et si j'en parle, et si je donne des exemples, c'est pour dire, c'est pas juste de la théorie. Si on veut passer de l'entreprise solution en théorie à la pratique, ça veut dire qu'on rend chacun acteur et responsable à tous les niveaux de l'entreprise. J'en viens à Macron. J'en viens à cette scène quand même. Alors, il avait déjà fait le truc au grand débat après les Gilets jaunes, mais donc, il est là, en bras de chemise, tout le monde est autour de la table, et on y va, et on parle très librement, et on a l'impression que chacun amène sa pièce de puzzle, justement. Sauf qu'à la sortie, il ne se passe rien. Et je me dis qu'à ce moment-là, le dirigeant, alors, il vient de perdre tout son crédit. Alors là, on est dans une... Alors moi, essaye de remettre ça dans une... Je ne veux pas t'embêter avec Macron. Non, moi, je parle de l'entreprise. Je comprends tout à fait. Remets-toi dans une entreprise. Si je prends le risque de cette conversation courageuse, de ce grand creuset duquel doit jaillir la solution pour l'entreprise, et qu'en fait, je n'ai pas la solution. Alors, en fait, là, il y a une condition. Tu me demandais tout à l'heure les conditions des conversations courageuses. Les conditions des conversations courageuses, c'est que chacun prend sa part. Je décide de sortir mes pièces de puzzle ou pas. Si je les garde dans ma poche, la personne en face de moi, elle ne peut pas avoir la solution, la meilleure solution possible. La meilleure solution possible, chacun prend sa part, et ça veut dire aussi chacun doit être prêt au compromis. Alors, compromis, c'est un mot qu'il faut faire attention parce que tout le monde entend des choses. Compromis, compromission. Moi, j'aime pas tellement ce mot-là. Moi, je dirais que chacun doit être prêt à faire sa part du chemin pour que ce qui va émerger soit engageant pour tous. C'est pour ça qu'en fait, vous savez, souvent, les dirigeants me disent, quand ils me demandent un accompagnement, ils me disent « Bon, bah, rencontrez chacun et puis moi, je veux pas être là. » Et moi, je leur dis « Au contraire, faisons-le ensemble. » Faisons un vrai séminaire d'équipe. Et là, tout le monde est là pour entendre votre voix comme chacun des acteurs. Parce que si, en fait, si on n'est pas tous autour d'une table, comment vous voulez que moi, je puisse faire un chemin vers vous si je ne vous entends pas me dire quelle est votre pièce du puzzle ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, je comprends. Et c'est toute la révolution en fait que je propose dans ce livre. Je comprends la dimension du courage. Ça fait 20 ans que je l'accompagne. Donc effectivement, il y a des fois où en fait on va pas jusqu'au bout du bout du bout. Mais sauf qu'en fait quand on sème des graines, il y a un moment où si on arrose, s'il y a du soleil, enfin, vous voyez, ça émerge. Après, il faut aussi sortir des postures. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas seulement renverser la table, c'est créer une culture, parce que c'est quand on crée une culture dans l'entreprise. Et une culture, ça... Alors, quand il y a des crises, on peut créer une nouvelle culture en 6 mois, 9 mois. La plupart du temps, ça prend 2-3 ans. Donc, ça veut dire que de façon répétée et persévérante, il faut semer des graines pour que, en fait, les choses émergent. Mais par contre, quand on arrive à muscler ce muscle, puisque je parle d'un muscle dans le livre, quand on arrive à le muscler, en fait, chacun prend sa part. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment l'intelligence qui émerge, l'intelligence collective, et pas seulement l'intelligence du chef. On est au bout, Paul. Paul Beaufacombi, donc, qui nous accompagnait pour terminer cette session de Bismart. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.